Bonjour l'ami. Aujourd'hui, je ne savais pas vraiment de quoi parler. Si je me suis mis à écrire cette vidéo, c'est juste parce que la semaine a été longue et que j'ai du temps aujourd'hui à tuer. Mais j'ai pas envie de faire un sujet comme je le fais d'habitude. Alors ce que je vais faire pour écrire cette vidéo et ensuite l'enregistrer, je vais me mettre un peu de musique et je vais rentrer dans ma bulle de tranquillité et de réflexion. Peut-être que je mettrai les musiques en description d'ailleurs, que tu aies un peu l'ambiance sonore de mon bureau. J'adore ce genre de moment, tu sais, parce que je ne sais jamais ce qui va en sortir. C'est dans ces instants que je me rends compte que j'ai de la chance. J'ai droit, moi, à des moments de paix et de sérénité. Tout le monde ne peut pas en dire autant. D'ailleurs, pourquoi ? Eh bien, tu me répondras peut-être que c'est parce que le monde n'est pas un lieu de paix et de sérénité. Que certains êtres sont rudes, certains manquent de maîtrise de soi. Et pourtant, malgré ce constat, je t'avoue que pour moi, la majorité des violences qui parcourent et troublent notre monde me paraissent bien souvent saugrenues. J'ai largement observé les violences humaines durant l'histoire, cette succession d'horreurs et de souffrances. Et le fait que dans cet océan de noirceur, moi, je sois capable de trouver des îlots de beauté et de grâce, reste toujours une surprise. Ah bah voilà, je le tiens, le sujet de ma réflexion du jour. Et si je plongeais dans ces ténèbres pour en découvrir la source ? Après tout, que vais-je risquer ? Ne dit-on pas que les beaux oiseaux ne mouillent pas ? Alors par où commencer ? Le sujet est vaste, et nombreux sont ceux qui, avant moi, ont parcouru ces mystères. Il serait sûrement plus sage de restreindre aujourd'hui les causes de malheur et de souffrance. Mais oui, suis-je bête ? Arrêtons-nous aux souffrances, pour aujourd'hui en tout cas, d'origine humaine. Après tout, ma première pensée s'est tournée vers la guerre, la rudesse et le manque de maîtrise de soi des individus. Pourquoi donc l'humain est-il un être violent ? Dans son livre Inside Human Violence and Cruelty, le psychologue Roy Baumeister, je me demande comment ça se prononce, argumente en tout cas, le psychologue, sur le fait que la majorité d'entre nous croyons que ceux qui perpétuent la violence sont nécessairement des sadiques qui retirent une certaine forme de plaisir de la souffrance de leur innocente victime. Et je me suis moi-même déjà posé cette question. Et plus particulièrement, lorsqu'il faut expliquer les pires crimes haineux. En effet, dans ce genre de cas, il est difficile de ne pas voir ceux qui les ont perpétrés comme des sortes de monstres inhumains, dénués de toute morale, même la plus basique. Après tout, comme le disait Nietzsche, on n'attaque pas seulement pour faire du mal à quelqu'un, mais peut-être aussi pour le seul plaisir de prendre conscience de sa force. Baumeister appelle cela le mythe du pur mal. C'est un mythe pour lui, car en effet, rien n'est vrai là-dedans. En dépit d'une croyance répandue, le sadisme est si rare qu'il n'est même plus aujourd'hui un diagnostic psychiatrique officiel depuis le controversé DSM-4. Ce qui s'en rapproche le plus est ce que l'on nomme la psychopathie. Mais le psychopathe n'est pas caractérisé par une joie malveillante face aux souffrances des autres. En réalité, le psychopathe manque d'émotion morale et d'empathie pour sa victime. Et bien qu'il puisse se montrer extrêmement violent, après tout, selon Baumeister au XXe siècle, 10% des crimes sont commis par des psychopathes qui eux-mêmes ne représentent que 1% de la population, ils sont en définitive trop peu nombreux pour expliquer tous les crimes et mauvais traitements. Du coup, désolé de le dire, mais la majorité des violences reste inexplicable. Les non-psychopathes blessant un plus grand nombre de leurs semblables que les psychopathes. Ces gens ne sont pas des monstres. Alors, quelle peut bien être leur motivation ? La majorité d'entre nous ne sera, avouons-le, en tout cas je l'espère, jamais engagée dans un acte d'extrême cruauté, d'extrême brutalité. Nous n'abattrons personne. On ne frappera jamais à mort quelqu'un. Nous ne violerons pas un autre être humain et ne lui mettrons jamais le feu. Nous ne nous attacherons jamais une bombe afin d'emporter avec nous le plus de passants. En tout cas, je l'espère. Et donc,
nous sentons forcément perdus le jour où nous sommes confrontés à ce genre d'actes apparemment dénués de sens. Quel peut bien en être le but? Quel peut bien en être l'intérêt? Bref, pourquoi faire souffrir et tuer des gens? Pourquoi me faire souffrir et vouloir me tuer? Cela te paraît sûrement une question sans réponse. Voilà qui est marrant. En arrivant à l'écriture de ce passage, d'ailleurs, je me rends compte du pourquoi j'en suis venu à faire cette vidéo. Ma copine a été agressée en juin 2020. Ça fait quelques mois maintenant. Une sombre histoire, que je vais garder pour moi. Mais qui a amené une autre personne présente, et je l'en remercie, à prendre sa défense et à avoir, après coup, à justifier du droit de légitime défense devant la loi pour justifier sa réaction. Et en fait, elle est là ma réponse. Celle qui me dérange, et dérange la majorité de ceux qui se sont sincèrement penchés sur le sujet. Une réponse si dérangeante que d'ailleurs, je pense que la majorité préfère ne même pas la regarder. Allez, si tu poursuis la vidéo, abandonne tes préjugés et plonge avec moi au fond de l'abysse. N'aie pas peur. Et n'écoute pas mon vieil ami Nietzsche. Quiconque lutte contre des monstres devrait prendre garde dans le combat à ne pas devenir monstre lui-même. Et quant à celui qui scrute le fond de l'abysse le scrute à son tour. Durant toute l'histoire, deux grandes théories ont tenté d'expliquer la violence humaine. Les deux sont incomplètes. La première est la théorie de la désinhibition. Peut-être que l'humain ordinaire a des pulsions violentes qu'il inhibe habituellement. Lorsque leur sens moral s'effondre, ce côté obscur est alors libéré et s'exprime. Freud nous parle de la pulsion de mort, Thanatos, comme inscrite au cœur de la vie en opposition à Eros, la pulsion de vie. D'autres psychanalystes, avec des termes différents, disent peu ou prou la même chose. Ainsi, Jean Bergeret nous dit que l'homme est caractérisé par une violence fondamentale, tandis que Roger Dadoun emploie le terme d'homo violent, par opposition à homo sapiens, celui qui dispose de la sagesse, donc de la connaissance, et par conséquent de la capacité réflexive. De nombreux mythes, ces explications symboliques et imagées des relations humaines et de l'invention du monde, font d'ailleurs la part belle à la violence. C'est Caïn qui tue son frère Abel. C'est Oedipe qui tue son père. Et il y a tant d'autres exemples. C'est le totem qui représente le meurtre initial et initiatique du père, dont on tire la force et à partir duquel se réorganise le clan familial. Pour bien comprendre, imagine un homme qui sait qu'il est mal de battre sa femme, mais qui, après une dure journée de travail, ne parvient plus à se tempérer et relâche sa frustration sur elle. N'y a-t-il pas là le profil du coupable habituel? En 2007, le psychologue Nathan Deval, de l'université du Kentucky, publie les résultats d'une ingénieuse, je pense, expérience pour tester cette idée. Premièrement, il fait tout pour épuiser la maîtrise de soi du sujet test. Et il y parvient en le forçant à résister à une tentation, que ce soit un dessert ou une image. Et ensuite, me dira-t-on. Eh bien, effectivement, le sujet devient plus agressif dans son comportement et ses jugements. Par exemple, il augmente sa probabilité d'envoyer un son désagréable dans les écouteurs d'un autre sujet. La théorie de la désinhibition semble donc prometteuse. Pourtant, l'expérience détecte un pattern dans la tendance agressive. La réponse n'a lieu qu'en cas de provocation. Le son désagréable est dirigé contre qui est perçu comme responsable d'une injustice dans le déroulé de l'expérience. Sans provocation, il n'y a aucune différence statistique. En d'autres termes, l'agression n'est pas un débordement au hasard. Au contraire, le sujet fait tout pour l'éviter. Alors certes, de telles expériences semblent m'indiquer que certaines violences sont favorisées par une perte de maîtrise de soi. Mais un catalyseur n'est pas une explication.
la théorie de la désinhibition ne m'explique pas ce qui motive la violence, seulement ce qui la favorise. L'impulsion, l'étincelle qui met le feu aux poudres, est ailleurs. Elles font même naître de nouvelles questions, ces expériences. Notre propension à l'agression a-t-elle pour origine une sorte de déclencheur par la provocation ? Existe-t-il un autre motif sous-jacent, une sorte de clé universelle expliquant la majorité des violences à travers toute l'histoire humaine ? Regardons la deuxième théorie. Donc, cette seconde théorie prétend m'apporter cette vision d'ensemble. C'est la théorie de la violence rationnelle. Et elle est très ambitieuse. Selon ce point de vue, la violence est juste une sorte de moyen pour atteindre un but. Par exemple, imaginons que tu désires devenir le roi. Avouons-le, il peut être judicieux de tuer tes rivaux. Que ce soit au sein d'une famille ou à l'échelle internationale, le modèle du choix rationnel prédit que la probabilité de violence augmente quand le bénéfice va dépasser les coûts. Et avouons quand même que cette théorie peut se targuer d'un certain nombre de succès empiriques pour se défendre. Richard Felson, professeur de sociologie et de criminologie, a mis en avant que des frères et ou des sœurs ont plus de chances de se battre en présence de leurs parents, parce que les plus jeunes ont moins de risques de provoquer les aînés si les parents sont susceptibles d'intervenir. Bref, cela réduit les coûts potentiels. Et je pense que nombreux sont ceux qui en ont fait l'expérience personnellement. Je peux donc, à sa suite, supposer qu'il en est de même à l'échelle des nations. Une intervention étrangère dans une guerre civile est d'autant plus probable que le territoire en question est riche d'une ressource importante. L'histoire contemporaine tend d'ailleurs vers ce fait. Mais il y a tout de même anguille sous roche. Une énigme demeure. Le recours à la violence est fréquemment utilisé même lorsque des solutions non violentes seraient beaucoup plus efficaces. Beaucoup de crimes n'ont pas d'avantage financier significatif. Terrorisme et assassinat n'amènent que rarement au changement escompté. Si j'en crois certaines lectures que j'ai eues, la majorité des viols ne procurent aucune satisfaction sexuelle, et la torture n'est pas la source la plus fiable de renseignements. Quelle que soit la théorie, quelque chose semble m'échapper. Ni la désinhibition, ni la rationalité des choix n'offrent une vision d'ensemble du pourquoi des humains comme moi blessent d'autres humains comme moi. D'après toi, que manque-t-il à ma réflexion ? Si tu as déjà parcouru un peu ma chaîne, tu dois déjà connaître mon passé avec une certaine religion, et en particulier mon désaccord quant à son usage de certaines formes de violence sociale et psychologique. Et finalement, le cœur du problème est peut-être là depuis le début. Pourquoi les gens sont-ils en désaccord sur où et quand la violence est nécessaire ? Pourquoi est-il plus acceptable de battre ses enfants en 1940 qu'en 2020 ? Pourquoi l'Occident est horrifié par le meurtre des femmes infidèles alors que la pratique est encouragée dans d'autres parties du monde ? Si je prends un peu de recul sur l'histoire de notre espèce, et que j'observe l'histoire dans son ensemble, les violences, selon les cultures, les guerres, les tortures, les sacrifices humains, les châtiments corporels et ainsi de suite, que vais-je voir ? Alors déjà, j'avoue, c'est hyper déprimant. Personne ne désire être le témoin des pires atrocités imaginables. Et même inimaginables. Il y a des choses, je n'aurais même pas pensé que ça puisse exister. Mais il existe une thématique qui les unifie. Une thématique qui me permet même de prédire l'apparition de comportements violents. Pile ce qui manque aux deux théories que nous venons de présenter. À travers l'espace, le temps et les cultures, quand les peuples soutiennent et pratiquent la violence, que cela nous plaise ou non, c'est principalement pour des raisons morales. Par morale, je dis qu'ils sont violents, parce qu'ils pensent
qu'ils doivent l'être. Ils ressentent la violence comme obligatoire. Bien sûr qu'ils savent qu'ils nuisent à d'autres, ou qu'ils les font souffrir. Parfois, ils en souffrent eux-mêmes, mais leur système de croyance est que cette souffrance est nécessaire. La violence ne provient pas d'un manque psychopathique de moralité. Je pense, bien au contraire, que c'est tout l'inverse. La violence est la fille de l'exercice et de la perception de nos droits et obligations moraux. Une mère très religieuse bat ses enfants parce qu'ils lui désobéissent, et afin de les protéger d'eux-mêmes, du démon, et de s'assurer qu'ils deviennent des adultes responsables et pieux. Le centurion romain, le leader de gang, les guerrilleros, brutalisent les nouvelles recrues afin de créer un sentiment de solidarité entre pairs et une obéissance absolue, bien sûr, au supérieur. Deux qualités fondamentales pour remporter une bataille et y survivre. Un père papou fait délibérément souffrir son fils dans un rite de passage, espérant qu'il l'endurcisse stoïquement, car cela est nécessaire pour être respecté par la communauté et peut-être aussi pour survivre dans la nature sauvage. N'as-tu jamais assisté à une bagarre pour raison d'honneur ? Dois-je vraiment multiplier les exemples ? Je suis sûr que tu en as toi-même des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers. Dans chaque cas, la violence est perçue par celui qui la pratique, et aussi parfois par la victime aussi, comme juste. Tu l'as bien mérité celle-là. Mon père, il était dur, mais juste. Du coup, pour moi en tout cas, la vraie question devient, quel est le but de cette morale, et donc de la violence qui en découle ? Bien sûr, je manque de temps pour approfondir cela, mais partons du principe que le but, c'est de réguler les relations sociales. Parents et enfants, recruteurs et soldats, pères et supérieurs. Amitié, famille et travail sont tous liés par la moralité, régissant ainsi un ensemble de droits et de devoirs dans ces relations. Ils sont donc potentiellement concernés par la violence qui peut servir à créer, maintenir, améliorer, transformer, honorer, protéger, redresser, réparer, achever et que sais-je encore, la valeur d'une relation. Individus et collectivités varient dans la manière et le contexte de ce qui est violence acceptable, mais le but demeure identique partout. Le dessein de la violence est de soutenir une certaine vision de l'ordre moral. Cela te paraît peut-être incompréhensible derrière ton écran. Peut-être que tu trouves tout cela tiré par les cheveux. Tu te dis que la souffrance est terrible et que le cœur de la morale de chacun devrait être de la minimiser, ne l'apportant qu'en cas d'absolue nécessité. Mais outre qu'il faudrait alors définir cette absolue nécessité, eh bien j'ai le regret de t'annoncer que cette position présumerait que l'ultime bien moral est la poursuite du bonheur et l'évitement de la souffrance. Or, eh bien, ce prédicat n'est pas universel. Il existe une multitude de cultures qui ne courent pas après le bonheur. Et même certaines qui recherchent activement la douleur afin de profiter de ses vertus purificatrices. Les protestants des XVIIe et XVIe siècles considéraient la souffrance comme un bien moral. Longtemps, les exécutions publiques furent des spectacles appréciés. Et puis, entre nous, qui n'a jamais célébré une victoire ? Pourtant, cela suppose la défaite d'un autre. Cela signifie-t-il pour autant que la violence nous fait nous sentir bien ? Je ne pense pas. J'ai même envie de dire, bien sûr que non. Nous arborons naturellement blesser les autres. Quelle que soit la justification, la violence peut être stressante et entraîner des traumatismes à celui qui la pratique. La violence requiert de l'entraînement et un support social afin d'être pratiquée. Mais n'est-ce pas finalement le cas de toute pratique morale ? Pour reprendre l'exemple qui servait de base au débat entre Kant et Benjamin Constant, il est aussi très difficile de dire la vérité ou de se dresser pour ce qui est juste. Nombreux sont ceux qui échouent.
Néanmoins, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est moralement juste de sauter dans de l'eau glacée afin de sauver quelqu'un qui se noie. Mais honnêtement, combien le feront vraiment ? Alors, j'imagine que certains sont déjà en train d'écrire dans les commentaires que c'est une vision trop simple et que c'est trop facile. Alors, pour leur répondre, vérifions tout de même une chose. Peut-être que certains se contentent simplement de justifier leur violence pour des buts moraux. Comment savoir s'ils ne sont pas de simples menteurs ? Excellente question, mon ami. Mais en prenant du recul, à l'échelle de toute l'histoire humaine, ta question ne change pas grand-chose. Car la justification des gens violents, dans tous les cas, nous en apprend beaucoup sur les idées morales de sa communauté. Si je me justifie, c'est parce que je pense que cela minimisera mon crime aux yeux de ceux qui m'importent, et donc cela révèle les standards de ceux qui m'entourent. A l'inverse, si l'excuse morale est toujours une hypocrisie, celui qui a recours est juste un sombre crétin. Imagine que je tue mon épouse et que je ne veuille pas aller en prison. Je n'ai absolument pas intérêt à me justifier. Mieux vaut tout nier. Et même si cela est leur stratégie devant la justice, beaucoup de condamnés se sont de toute manière vantés de leurs actes devant leurs proches, des gens qui partagent leur code moral. User de la justification morale comme excuse est si stupide que je préfère encore le prendre pour de la sincérité. Bien que cela soit inconfortable, bien sûr, comme position. Parce qu'en effet, cela m'amène à penser que les individus les plus dangereux sont motivés par une dimension morale. Et surtout, si c'est le cas, cela signifie que ma propre morale a la possibilité de se tromper et donc de devenir violente vis-à-vis des autres. J'entends d'ici les sirènes d'un relativisme facile. Mais aucune morale n'est objectivement vraie à travers toutes les cultures, pas même le meurtre, le vol ou l'inceste. Alors comment régler notre boussole morale ? Ou plutôt, comment le fait de savoir ce qui motive la violence peut nous aider à la réduire ? Comme le disait Jean-Paul Sartre, la violence se donne toujours pour une contre-violence, c'est-à-dire pour une riposte à la violence de l'autre. Merci Jean-Paul, mais ça m'aide très peu. Nombre de sociétés ont répondu au mal par un mal plus grand encore. Prison, punition publique, exécution, etc. Cela semble plausible, mais force est de constater que c'est manifestement inefficace. Plus l'on durcit la punition, moins elles ont d'effets dissuasifs. Parce que l'humain n'est pas aussi rationnel qu'il aime le croire. Et tenter d'augmenter le coût du crime ne fait, en réalité, qu'en augmenter le coût pour l'ensemble de la communauté. De plus, de considérer comme dangereux que ceux atteints de pathologie est tout aussi inefficace, car ils ne représentent qu'une minorité de la population. Enfin, exercer le contrôle de soi n'est utile que si notre propre point de vue n'est pas faussé dès le départ. Oui, je sais, j'apporte pas beaucoup de réponses en fait. Et n'en sois pas étonné, je n'ai pas vertu à t'apporter des réponses, je ne suis pas l'un des grands de notre espèce. Mais parmi ces grands de notre espèce, plusieurs, parmi les millénaires que nous avons connus, ont traité du sujet. Depuis toujours, nous racontons la même histoire, celle de nos crises morales. Là, normalement, tu vois une image qui est d'une histoire que tu devrais connaître, celle d'Adam et Ève. Quelle est leur première erreur ? C'est celle d'avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est une histoire que nous vivons encore aujourd'hui. Comme il est écrit, dans le Mahabharata, si je ne me trompe pas, certains poètes ont déjà raconté cette épopée, d'autres le disent maintenant, différents narrateurs le raconteront à venir. Et l'épopée que moi j'essaye de raconter, si je devais en tirer une morale personnellement, ce serait
celle-ci. Que le sujet me dépasse, il nous dépasse tous. Néanmoins, il va quand même falloir que je termine sur une note positive. Alors, la voici. Simple piste de réflexion pour toi derrière ton écran. Et si s'il n'y avait que lorsque la violence dans une relation sera considérée comme une violation de la relation, que celle-ci pourra disparaître ?